Donc la question que je vous pose, Madame Envoyée, vous vous êtes exprimée librement de toute évidence ce soir ici en France. Est-ce que vous osez retourner en Syrie? Un commentaire à M. Bourka, parce qu'il avait l'air de découvrir, moi aussi d'ailleurs, par votre commentaire, qu'il y avait des alaouites kurdes. Juste une petite information, je pense, parce qu'en France, il y a beaucoup de confusion aussi entre arabes et musulmans. Il y a beaucoup plus de musulmans qui ne sont pas arabes que des musulmans arabes. Simplement pour dire, comme pour les Kurdes, c'est une langue. Le kurde, c'est une langue et une culture. L'arabe est une langue et une culture. Et dans ces cultures, il y a toutes les religions. On peut être tout ce qu'on veut. Non, mais c'est juste de commentaires par rapport à la langue arabe. Parce qu'en France, on fait beaucoup cette confusion, du moins autour de moi, dans mes relations. Je vous remercie beaucoup pour ces deux conférences. C'était vraiment très instructif. Et aussi, j'avais une question. Donc, que pensez-vous de la question énergétique dans ce conflit? Puisque nous savons qu'il y a la construction de gazoducs et j'ai l'impression que c'est aussi tout ce qui alimente les conflits en Syrie. Donc, vous en pensez quoi par rapport à ce qui est en train de se faire actuellement? La question énergétique, c'est bien ça? Pardon? La question, on n'a pas entendu. Ah. Peut-être mettez le micro un peu moins près. Oui, donc en fait, je voulais vous poser la question concernant la question énergétique. D'accord. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi une considération qui est assez importante de ce côté-là et je voulais avoir votre point de vue. Madame la Présidente, on attend d'autres questions ou on répond? Avec la présence du régime actuellement au pouvoir et la présence des groupes armés islamistes, non, je ne peux pas rentrer en Syrie. Mais dans l'avenir, oui, bien sûr, je veux et je peux. Alors, pour la question énergétique, moi je pense que oui, il y a le problème énergétique aussi. Donc, il y a plein des facteurs qui jouent sur le conflit international en Syrie. Et parmi ça, il y a bien sûr l'énergie, pétrole et gaz. Alors je vais me permettre de rajouter un tout petit point sur cette question énergétique. Je vais exprimer un point de vue tout petit peu différent. La crise syrienne n'a pas empêché les cours du pétrole de s'effondrer. C'est là la démonstration par les faits que le logiciel, on va dire mélanchoniste, d'un certain nombre d'intellectuels occidentaux qui consistent à croire qu'il y a eu une guerre en Syrie pour des enjeux pétroliers, à mon sens, ne tient absolument pas. Mais vraiment pas, de chez pas. Ça ne veut pas dire que les intentions des acteurs internationaux sont pures et qu'ils n'ont pas des velléités d'appropriation, mais le logiciel que je connais bien, je l'entends tout le temps, des gens qui disent que c'était parce qu'ils voulaient faire un oléoduc entre le Qatar et le port de Syrie. Ça ne marche pas, ça a beaucoup marché, le logiciel de l'appropriation des ressources pétrolières pour expliquer des crises antérieures, et notamment le contrôle de l'Irak, la guerre du Koweït, etc., etc. Mais là, vous le voyez, on est dans une conjoncture pétrolière très différente avec l'apparition du gaz de schiste aux États-Unis et le fait que les cours ont plongé littéralement. Alors, ne me faites pas dire que dans le paysage syrien, il n'y a pas des enjeux économiques, mais franchement, je pense qu'entrer dans cette crise par cette porte-là, et c'est ce que répond Yassine Haj Saleh, donc lisez les réponses des Syriens, des intellectuels syriens, ils disent arrêtez de faire de nous des gens qui n'ont pas de pensée politique, qui ne se sont pas soulevés, rien, qui ont été simplement manipulés par les enjeux des sociétés pétrolières.
impact pensez-vous qu'aurait la disparition de Bachar el-Assad demain? Symboliquement très important, parce que c'est quand même un des verrous de la négociation. L'opposition, les oppositions qui sont divisées, on n'a peut-être pas pris le temps de le dire, hein, mais l'une des données, c'est bien sûr que les opposants à Bachar el-Assad sont divisés. Ils n'ont pas eu un De Gaulle, je ne sais pas si l'image est positive, mais ils n'ont pas eu la cristallisation ne s'est pas faite autour d'un leadership. Ça serait important symboliquement parce que c'est un des verrous de la négociation, mais il resterait beaucoup à faire derrière, hein, bien sûr. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est la reconstruction du tissu institutionnel de façon suffisamment crédible pour qu'une victoire de l'opposition ne signifie pas une disparition de la communauté qui serait pour le coup alaouite et pas chrétienne. Celle qui serait ciblée, c'est celle qui est identifiée au pouvoir. Et donc une vraie solution, c'est encore une fois, je pense que nous sommes d'accord là-dessus, c'est la reconstruction du tissu institutionnel. Et il était important de déminer l'idée. Il y a une formule qu'emploient les opposants syriens, ils disent que Bachar el-Assad ne protège pas les chrétiens, il se sert des chrétiens pour se protéger. Donc il est important de montrer qu'on ne peut ramener la crise syrienne à aucun enjeu simplificateur et unique. Hein, le jeu des compagnies pétrolières, l'émergence de l'islam radical, non, c'est pas vrai. On devient radical si les institutions ne vous permettent pas d'exister suffisamment. Hein. Il n'y a pas un verset du Coran, le mauvais qui est arrivé dans l'oreille de quelqu'un, et puis ça a enflammé la région. Sortons de ce logiciel-là, hein, qui est extrêmement faible. On donne la parole à Aimé Césaire. Si la société ne veut pas que je sois un Français à part entière, ou un citoyen à part entière, il y a des chances que je veuille devenir un citoyen entièrement à part. C'est le dysfonctionnement du vivre ensemble qui fabrique la radicalisation. Il l'a fabriqué en Irak, il l'a fabriqué en Syrie, il peut jusqu'à un certain point, ce raisonnement peut être transporté dans nos sociétés. Autre question. Oui, non, la Turquie, c'est extrêmement important. La Turquie est entrée dans le conflit syrien avec le logiciel du printemps arabe. Ils ne sont pas arabes. C'est-à-dire, il faut se souvenir que le régime, en 2009, en Syrie, c'était le paradis des relations bilatérales avec la Turquie. On a vécu ce moment exceptionnel de l'ouverture des frontières, des flux, des autobus entiers de touristes turcs qui venaient visiter Damas. C'était émouvant, c'était magnifique. Ça a donné lieu à une embellie économique extraordinaire. Hein. Donc c'est dans ce contexte-là que le régime turc, avec quand même son logiciel, le régime en Turquie, même s'il est impopulaire en Europe, c'est quand même un régime qui s'est imposé par une sorte de printemps turc. C'est-à-dire qu'il a quand même mis fin à l'absolutisme de l'armée au pouvoir. Nous, on le voit, on dit ça a été la fin de la laïcité. C'est plus complexe que cela. Le régime turc s'est senti jusqu'à un point solidaire avec le mouvement protestataire. Et puis, mais bon, il faut aller vite. J'ai dit, la Turquie s'est mise ensuite à ne regarder le conflit syrien que par le prisme du danger kurde. Donc, son comportement, notamment sur le terrain militaire, a complètement changé. Maintenant, le seul objectif, c'est d'interdire l'émergence de n'importe quelle zone d'autonomie avec des Kurdes armés à sa frontière. Hein. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé de plus important? Il y a eu l'épisode des relations très tendues avec la Russie, vous vous en souvenez, avec cet avion russe qui a été abattu, et on a été au bord du conflit bilatéral entre la Russie et la Turquie, et tout a basculé dans l'autre sens. Et maintenant, l'agenda de la Turquie, c'est nous faire un bras d'honneur à nous les Occidentaux, d'abord. Enfin, non, c'est se protéger de l'irrédentisme kurde, mais aussi nous faire un bras d'honneur à nous Occidentaux. Pourquoi? Parce que les Occidentaux, lors de la tentative de coup d'État du mois de juillet dernier,
était de toute évidence impliqué dans le processus et qu'Erdogan nous en a voulu à mort. Et ensuite, les Américains ont employé comme stratégie non pas seulement les bombardements sur Daesh, mais la formation d'une force kurde. Et ça, la militarisation, l'entraînement militaire donné à des Kurdes. Et donc, Erdogan, là, à nouveau, avait une raison supplémentaire de péter un câble en direction des Occidentaux. Et donc, l'époque que nous sommes en train de vivre, c'est la première fois qu'un conflit majeur à l'échelle de la planète est en train de se régler en dehors de la présence des grands acteurs diplomatiques occidentaux. Puisque ce qui s'est passé, les premières négociations à la capitale, aidez-moi, comment elle s'appelle la capitale, hein? Ouais, eh bien, se sont passées en l'absence totale des Occidentaux, et maintenant, notre poids est extrêmement faible, et l'une des dimensions de cette époque que nous vivons, c'est bien sûr la résurgence de la Russie comme un acteur principal sur les ruines de l'URSS, mais c'est aussi l'émergence d'acteurs secondaires qui sont l'Iran et la Turquie. Donc la Turquie joue un rôle très important. La seule chose que je ne sais pas, moi, vraiment, maintenant, j'ai refusé, j'ai parlé longuement dans une radio à Mulhouse, mais plus prudent, j'ai refusé de commenter sur la RTBF parce que, je veux dire, on ne sait pas exactement l'agenda des Turcs maintenant. On sait qu'ils sont réconciliés avec les Russes, hein, mais on ne sait pas jusqu'où ils vont abandonner qu'est-ce qui se passe maintenant sur le plan militaire. Tous les soldats, les défenseurs d'Alep ont été transférés à Idlib. Donc vous avez une concentration maintenant du potentiel militaire de l'opposition, groupes radicaux et groupes moins radicaux, qui est à Idlib, à la frontière turque. Que va faire la Turquie? Vraisemblablement faire en sorte d'éviter une solution Grozny 2, enfin Alep 2. Hein. Et donc le rôle de la Turquie maintenant, eh bien, je dirais, il n'est pas très simple à décoder, parce qu'il y a une volonté de nous faire un bras d'honneur à nous occidentaux, mais quand même une volonté de rester le défenseur des sunnites dans la région, et donc d'empêcher un triomphe qui prendrait une dimension sectaire avec la victoire des milices chiites, tout en interdisant cette fois-ci aux Kurdes. Hein. C'est important de rappeler ce que vous l'avez fait, que les Kurdes, c'est une référence culturelle et linguistique. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à penser que quand un État s'effondre, quand le lien national s'effondre en Orient, c'est automatiquement le lien religieux qui prend le pas. Eh ben non. Hein, les Kurdes sont des musulmans sunnites, mais disons que le lien qu'ils ont mobilisé dans le contexte de l'affaiblissement du lien national syrien, c'est pas le lien religieux, c'est pas la religion qui a pris le devant, c'est un lien ethnique. Hein. Ça montre qu'il n'y a rien d'inéluctable, et vous savez qu'il y a au sud du Sahara des mouvements Touareg. Ben, ils sont musulmans, sunnites, le cas échéant, mais il n'empêche que le référent ethnique peut souvent, de nos jours, prendre le pas sur le référent religieux. Oui, si on prend encore un peu plus de hauteur, en fait, toute cette région, les frontières ont été redessinées à la fin de la Première Guerre mondiale, suite au démantèlement de l'Empire ottoman. Est-ce que ce serait une solution de revoir tout ça? Donc ça va parler du problème justement des Kurdes, mais pas seulement avec la Turquie, pas seulement avec la Syrie, mais aussi avec l'Irak qui englobe là-dedans. Alors est-ce que ce serait une solution qu'au niveau, par exemple, de l'ONU, on discute de ça? Actuellement, c'est en train de se faire sous nos yeux, hein, parce que le quasi-éclatement de l'Irak est consommé. L'armée dite irakienne qui reprend le contrôle de Mossoul, elle a une tellement forte dimension confessionnelle qu'il est assez vraisemblable. Combien de fois Fallujah a été libéré des groupes sunnites extrémistes, hein? Et puis, il s'est passé quoi derrière? S'il n'y a pas d'alternative politique crédible, donc il me paraît relativement inéluctable qu'il y aura une reconfiguration du territoire irakien. Pour le territoire syrien, je pense qu'il faut être extrêmement prudent, mais on ne peut pas complètement évacuer l'idée qu'il y aura des synergies kurdes dans le nord de la Syrie. On ne sait pas, il faut rester prudent. Il y a encore Brita Haji Hassan
que vous avez peut-être vu dans les médias, qui était le maire de Alep-Est, que j'ai eu le privilège de recevoir chez moi lorsqu'il est venu il y a un mois et qui est retourné en Syrie. J'aime bien dire, c'est un Kurde, vous savez. Donc il y a des Syriens kurdes, hein, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a le PKK, il y a des mouvements armés en Turquie et de l'autre côté, et qui ont une forte personnalité et des méthodes relativement autoritaires, mais il ne faut pas nous laisser gagner par la confessionnalisation qui nous a été imposée. Il y a encore des Syriens qui, quelle que soit leur appartenance ethnique ou confessionnelle, ont un agenda national, hein, et espèrent qu'il va être possible dans le territoire où s'est déclenché le conflit, hein, de vivre absolument tous ensemble. Et vous en avez énoncé les conditions, c'est la citoyenneté. Hein. Et c'est pas complètement impensable. C'est pas complètement impensable parce que, encore une fois, une écrasante majorité numérique des acteurs du conflit syrien ont un logiciel national syrien. Il y a évidemment, il y a le rêve du Sunnistan libre. Il existe, il ne faut pas le nier, hein, du Sunnistan libre de toute ingérence occidentale et chiite, donc il est sectaire, hein, et jusqu'à un point anti-chrétien, il ne faut surtout pas le nier, mais je m'avancerai à dire que la majorité démographique de la Syrie, dans sa souffrance actuelle, a encore le rêve d'un agenda national citoyen. Hein, et donc il ne faut pas l'enterrer trop. En fait, ma question, est-ce que vraiment la crise syrienne a démarré en 2011? Pour moi, non. Ça a démarré depuis très très longtemps. Et donc, je me souviens encore de mes parents qui me racontent des massacres qui ont eu lieu à Homs. Et je pense que c'est un régime qui possède beaucoup d'expérience. Parce que vous avez présenté des chiffres de 2009 jusqu'à 2016, mais moi j'ai envie de dire que depuis 1970 jusqu'à 2009, ce régime a eu l'expérience, il a le même écrasement, la même manipulation qui a eu au Liban. Et est-ce que ça n'a pas toujours un impact, cette crise libanaise, la guerre libanaise, n'a pas eu aussi un impact sur le vécu syrien aujourd'hui? Donc je suis d'accord avec vous que la crise en Syrie n'a pas commencé en 1970 et que pendant les années 80 il y a eu des massacres, etc., qui n'ont pas été médiatisés autant que la révolution, mais qui ont eu lieu. Pour moi, oui, il y a une liaison entre la crise au Liban et la crise en Syrie. Et l'épreuve, c'est la présence de Hezbollah, des combattants de Hezbollah en Syrie. Et le changement démographique à Homs par rapport à cet aspect aussi, donc juste à côté des frontières avec l'Iran. Donc oui, il y a une liaison très forte. Et la solution d'un pays ou l'autre va résoudre le problème des deux pays. Les citoyens des pays de cette région font parfois une compétition. Qui c'est qui a fait le premier printemps arabe? Et alors les Algériens avancent une carte maîtresse, disent c'est nous qui avons produit une alternative politique au régime en 1990, elle a été écrasée dans le sang. Hein. Mais il y a des voix syriennes qui disent et non, c'est nous. Parce que Hama, qu'on a un petit peu réduit dans notre imaginaire français, avec une révolte sectaire, avec des poils de barbe, tout ce qu'il en fallait, c'était quand même beaucoup plus complexe que ça. C'est toute la bourgeoisie sunnite marchande qui a été écrasée à l'arme lourde en 1982. Hein. Le massacre de Palmyre, quelle est la différence? C'est qu'on n'a pas une image, rien. La documentation de ces massacres épouvantables à Palmyre ont eu 1000 ou 1500 détenus à l'arme automatique en quelques heures. Mais on n'a pas d'image, on n'a rien, on tolère ça avec une facilité absolument étonnante. Hein. Donc bien sûr, ce régime on dit que le régime est pro-palestinien. Et moi, une
des anecdotes que je raconte. Je dis un jour j'étais dans un resto de Damas et mon ami, ma collègue syrienne me dit ne bouge pas, mais à l'occasion retourne-toi et tu regardes le type qui est derrière. Il a plusieurs milliers de Palestiniens sur la conscience et c'était celui qui commandait l'écrasement des forces palestiniennes dans la crise libanaise. Les Syriens ont tué, Bachar el-Assad a tué beaucoup plus de Palestiniens que les Israéliens. C'est un chiffre qu'on oublie. Et donc effectivement, ce régime, maintenant c'est facile de reconstruire. On a tous cru que le régime syrien tomberait, mais il y avait un certain nombre de gens particulièrement bien documentés qui disaient non, il va surfer sur un rapport de force politique régional et il y aura un bain de sang, mais il ne tombera pas. Donc effectivement, il faut remettre en perspective la crise libanaise. Mais il faut la remettre de plusieurs façons. La crise libanaise, c'est pas forcément le pire. Pendant 15 ans, les gens se sont tués entre eux avec de fortes ingérences étrangères. Je te tue, tu me tues, parce que tu n'as pas un chapeau de la même forme. On a été jusqu'à... Il n'y a pas eu que la guerre sectaire, mais il y a eu la guerre sectaire. Les chrétiens ont été les plus forts pour s'entretuer aussi. On l'oublie un petit peu. Mais on est dans une situation, je dis bien, pour s'entretuer. Les combats au sein de la christianité ont été parmi les plus violents. Mais après cette terrible période, on a maintenant une situation, ne m'accusez pas de caricaturer, mais quand même, il y a un gros barbu chiite qui fait un bout de chemin avec le chrétien Aoun. C'est-à-dire qu'on est sorti de ce logiciel qui interdit de penser la collaboration politique à un niveau qui est au-dessus des appartenances primaires. Donc, et si le Liban n'a pas explosé, pourquoi le Liban n'a pas explosé? Nous, on se plaint, on a combien de milliers de réfugiés syriens? Zéro, une honte. Le Liban, ils ont un pourcentage de leur population qui est absolument terrifiant. Pourquoi ça n'a pas explosé? Alors que l'équilibre confessionnel dans le sud du Liban, ça c'est de la dynamique, il y a plus de sunnites que de chiites maintenant, avec les réfugiés. Donc il y aurait des raisons que ça explose. Mais au Liban, on sait ce que ça coûte. Je te tue, tu me tues, parce que tu as un bonnet qui n'est pas de la même couleur que le mien. On a payé pendant 15 ans. Donc il y a quelque chose de positif au sortir d'une crise comme ça. Quand on construit un système institutionnel, on a des chances qu'il soit solide. Et je vais vous dire un truc absolument terrifiant. Je suis plus optimiste sur la capacité de ces sociétés, dont la société syrienne et la société libyenne, à se réconcilier avec un système institutionnel dans les années à venir, que je suis véritablement optimiste sur notre capacité à nous à rester dans une atmosphère parfaitement démocratique. J'ai plus l'impression que nous sommes sur la pente descendante, alors que si violente soit cette période que traversent les sociétés du Proche-Orient, ils sont quand même en train... Bon, non, la Syrie est au fond du trou maintenant. Ce serait insultant de dire qu'ils sont dans la bonne direction. Mais inévitablement, on va arriver à une période de reconstruction comme l'a expérimenté le Liban, qui n'est pas le paradis sur terre, où les appartenances confessionnelles restent quand même très importantes pour structurer le paysage politique, mais où on a tourné la page de la violence armée sectaire. Alors, oui, vous avez partiellement répondu à la question que je voulais poser. En fait, pour l'instant, les bombes continuent à tomber dans ce pays, dans ce drame atroce, mais principalement dirigé sur Daesh. Le jour viendra quand même, on peut l'espérer, où les bombes vont s'arrêter de tomber. Alors, par rapport à ce qui reste, est-ce que pour les rebelles, pour ceux qu'on a appelés les rebelles, le seul choix n'est pas de se soumettre tant que Bachar el-Assad est au pouvoir et, à moins que quelqu'un ne l'assassine, continuera à être soutenu par certaines puissances étrangères, notamment la Russie. Autrement dit, que peuvent faire ceux qui ont émigré, ceux qui sont restés et qui peut-être encore combattent, lorsque les bombes s'arrêteront de tomber? La réponse ne peut pas être monolithique. Quand vous
vous avez une victoire à la Pyrrhus, comme vous êtes en train d'avoir à Raqqa, à Mossoul ou à Alep. Hein. Vous avez non pas une solution de la crise, mais une reconfiguration de la crise. Vous avez un retour à la case du terrorisme. Et nous y sommes déjà entrés. Nous avons déjà eu dans Damas des attentats d'une importance inhabituelle à Saïda Zainab, les sanctuaires chiites, pour faire payer aux Iraniens et aux chiites l'usage de la force qu'ils font. Donc on va déjà vers ça. On va vers le retour à la violence aveugle. Mais tout le monde n'a pas une propension à se réfugier dans ce genre de comportement. Donc évidemment, il est assez vraisemblable qu'un certain nombre d'autres Syriens vont accepter une situation transitoire. Je ne pense pas que ceux qui ont vécu cette période, mais ce n'est pas à moi de le dire, peuvent imaginer qu'on est retourné à la case départ, qu'ils vont retourner à la case départ. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais il y aura des situations de transition où la dictature reprendra ses droits. Il faut bien comprendre ce que c'est que la dictature syrienne. C'est pas juste... je veux dire, c'est la torture, c'est les viols, c'est les disparitions immédiatement. Donc les gens ne vont pas revenir. L'une des clés de la situation de la Syrie, vous savez que le pouvoir a dit nous étions 8 millions il y a quelques années, et ben on va recommencer. C'est-à-dire qu'on peut se passer, mais nous avons cette diaspora formidable qui, pour l'instant, les gens ne se précipitent pas pour rentrer à Alep, parce qu'Alep a été libéré des groupes terroristes. Tout ça est une absolue fantaisie. Donc, c'est très très difficile d'imaginer le retour à la case de soumission comme étant une porte de sortie de la situation terrifiante que vient traverser la Syrie actuellement. Oui, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir à un moment donné, puisqu'on voit que les islamistes qui perdent du terrain à Mossoul, ils vont sans doute être attaqués à Raqqa aussi, et d'un autre côté, Bachar el-Assad ne va jamais partir. Donc comment est-ce qu'on peut prévoir la suite ou la fin de la guerre? Pour les Syriens, ils sont sûrs qu'en fait, ils attendent un accord international. Pour l'instant, la communauté internationale était dans l'indifférence totale envers la situation syrienne. Je veux dire, de trouver vraiment une solution. Mais à un moment donné, ils vont trouver ces solutions, se mettre d'accord, et c'est là, ils vont trouver un régime alternatif. C'est ce qu'ils attendent. Ils disent toujours, mais qui va remplacer Bachar el-Assad? C'est ça la question qu'on nous pose toujours. Donc c'est vrai qu'en Syrie, les gens ne sont pas habitués à la démocratie. Il faut aussi plusieurs années pour s'habituer à une vie politique saine en Syrie. Et ensuite, on va y arriver. Donc il n'y a pas de raison qu'on continue avec un régime criminel parce que les gens ne sont pas habitués à la démocratie. Donc ils auront besoin d'un peu de temps, 5-10 ans peut-être, mais on va y arriver. Donc là, ce qu'on attend, c'est vraiment un accord international autour d'une solution qui convient à tout le monde. Je crois qu'avant Noël, il y a quelques députés français qui sont allés voir Bachar, et ils ne sont certainement pas allés en touristes, ils ont peut-être été envoyés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Non, ils n'ont pas été envoyés. Ce que je peux vous dire, vous ne savez pas, mais je vous le confirme, c'est qu'ils ont touché 25 € en liquide. Vous pouvez me citer. Et je peux vous dire aussi que 3 de nos collègues, et on a un peu honte, 3 de nos collègues universitaires ont participé à cette délégation. Fabrice Valence, Cyril Roussel et Marc Laverne. Mais ils n'avaient aucun mandat, ils étaient en tension avec le ministère, il y avait de forts segments de l'extrême droite. Alors cela étant, il y a de Fillon à Mélenchon, il y a une partie du paysage politique français qui crédibilise la reprise de la négociation avec Bachar el-Assad. Si c'est ça que vous voulez dire, oui, bien sûr. Hein. Et il y a, dans les services, il y a des gens qui ont pensé qu'au moment où il y a eu l'épisode djihadiste, il fallait à tout prix renouer pour parachever notre capacité d'information sur la présence des djihadistes français en Syrie. Donc tout ça est vrai.
disons, cette mission très particulière des députés d'extrême droite et de Millard et de, bon, on les connaît tous presque, et malheureusement de 3 collègues universitaires, n'était pas une initiative officielle du gouvernement français. S'il vous plaît. Alors, étant originaire de cette région, je suis, monsieur, franchement, je m'adresse à vous, je suis impressionné par la qualité de vos conclusions et par vraiment la finesse de vos analyses. Alors, en même temps, si vous voulez, je m'interroge. Je ne comprends pas, moi qui vis ici en France, pourquoi la voie officielle et les médias vont dans l'autre sens. Vous avez bien identifié que, si vous voulez, que c'est avant tout cette crise syrienne, hein, pour ne pas parler de révolution, pour ne pas offenser quelques-uns, c'est avant tout c'est la révolte d'un peuple contre une dictature. Alors, et en même temps, vous identifiez bien que de toute façon, si on a c'est quand même Assad qui est à l'origine de, si vous voulez, en 80-85, je ne sais pas quel est le pourcentage que vous avez utilisé, vous avez dit 85%, 90%. Pourquoi aujourd'hui dans les médias on parle que de Daesh? Pourquoi aujourd'hui, si vous voulez, alors je ne comprends pas, et en même temps, je me permets d'aller un peu plus loin pour poser la question, est-ce que c'est vraiment Assad qui s'est servi de c'est-à-dire complexité internationale pour survivre, ou est-ce que c'est pas, si vous voulez, le contexte international qui se sert d'Assad pour maintenir en quelque sorte cette guerre en Syrie? Voilà. Oui, il y a beaucoup de vrai dans ce qu'on dit. Je crois qu'il y a deux mouvements qui traversent les sociétés occidentales. Il y en a un dont on croit qu'il est profondément enraciné, qui est la promotion de la démocratie. Mais bon, nous voulons bien promouvoir les démocrates, mais encore une fois, il faut qu'ils soient des nôtres. Hein, et il n'est pas des nôtres celui qui ne boit pas son verre comme les autres. Donc cette propension à promouvoir l'ouverture politique, elle est heurtée par une dynamique très profonde qui traverse nos sociétés occidentales. À la fin d'une période d'hégémonie, c'est notre difficulté à accepter la nature, la complexité des acteurs politiques qui émergent un peu partout dans cette région. Et en d'autres termes, nous avons une difficulté structurelle à comprendre que des populations au sud de la Méditerranée ou en Orient, je suis désolé, je vais parler pendant quelques instants de ceux qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont quand même la majorité démographique. Nous avons une difficulté à comprendre que la religion puisse conjoncturellement jouer un rôle dans l'espace politique qui soit moins systématiquement négatif que celui que la religion a joué dans notre histoire de construction républicaine. Dans notre histoire de construction républicaine, la religion, c'était un instrument dans les mains du pouvoir théocratique de la monarchie absolue. Et il fallait s'en débarrasser. Il n'y avait pas d'autre solution. Dans la conjoncture actuelle, et vous m'êtes témoin que je prends toujours une précaution, je ne dis pas que la religion ne puisse pas être instrumentalisée au service de pouvoir autocratique. Sinon, dans la salle, on dirait « Oh, l'Arabie Saoudite, c'est quoi hein ?» Mais j'ajoute immédiatement, la religion joue un rôle d'abord plus large que le religieux. Quand quelqu'un met en avant son appartenance musulmane, il n'est pas exclusivement dans une posture de mise en avant du religieux, il est dans une posture identitaire. La religion constitue un réservoir de ressources identitaires. La religion musulmane, quand je parle musulman, j'emploie une culture qui est homemade. C'est ça sa première définition. La référence islamique, elle est endogène avant d'être sacrée. Et ça, le fait que dans le contexte de l'épuisement du rapport de domination nord-sud, des populations de l'ex-périphérie coloniale utilisent le lexique de la religion musulmane pour ancrer leur identité sur la scène internationale ou dans les turbulences de la globalisation, on ne veut pas le comprendre. On ne veut pas le comprendre. Peut-elle être des nôtres, cette femme qui ne projette pas sa religion comme nous autres? Moi je réponds oui. Mais une grande partie du paysage intellectuel français répond non, c'est absolument impossible. Si elle ne rejette pas sa religion comme nous autres, elle ne peut pas être des nôtres. Et il est là le malentendu. Donc le malentendu,
ce qui donne cette impression qu'on a soutenu les printemps arabes jusqu'au jour où on s'est aperçu, oh là là là, ils n'ont pas la bonne couleur, on n'a pas réussi à produire des élites politiques à notre image, et donc on se désengage. C'est pour ça, bon, c'est pas pour c'est le terrain sur lequel je radonne depuis un certain nombre d'années. Pour moi, le nœud de l'incommunicabilité des Occidentaux avec le monde musulman actuellement, c'est qu'ils voudraient que nous ayons, qu'il y ait dans le monde musulman un itinéraire de montée en république qui soit exactement le même que celui que nous avons eu. Or, il est un tout petit peu différent. Et chaque fois qu'on peut comparer toutes les situations, mais chaque fois qu'on veut construire des analogies absolues entre notre historicité et celle d'autres sociétés que nous, on arrive à ce blocage. Et bon, oui, bien sûr, la criminalisation du danger, vous savez bien que c'est le carburant absolu de la mobilisation politique dans notre pays aujourd'hui, malheureusement. J'ai bien aimé une petite phrase je n'énonce aucune préférence politique. Alors si, peut-être quand même une négative, mais quand Benoît Hamon a dit à Marine Le Pen, vous êtes drogué aux pages des faits divers. C'est-à-dire que le carburant de la mobilisation politique, c'est de faire peur, c'est de cultiver la peur de l'autre. Et bien sûr, ça, Fillon nous l'a rappelé, la peur en chef, l'autre en chef, c'est le musulman. Eh bien, je dirais que notre capacité à établir une relation rationnelle avec les musulmans, à la fin d'une période d'hégémonie confortable qui était notre période coloniale, elle est entrée en conflit avec notre soi-disant volonté de promouvoir la liberté des peuples dans cette région. Voilà, c'est un résumé hardi, mais il est contestable, bien sûr. Ce n'est pas la prétention. Au contraire, je dis tout le temps, j'espère que je me suis trompé, que je ne dis que des bêtises ce soir et que demain, donc, tout ira bien. اليوم مثل ما حضرتك ذكرت مدام بال 2012 راحوا المسيحيين وصوتوا على الاستفتاء وصوتوا بنعم على دستور بيمنعهم من الترشح لرئاسه الجمهوريه، بمعنى او باخر هم مواطنين درجه ثانيه. هذا اللي بيخليني اسال سؤال كثير بسيط، هل المسيحيي سوريا هن المواطنه تبعهم مواطنه مقدوسه؟ على هذا الاساس هن عم يتعاملوا مع هي الارض، ان هي الارض ما لهم او ارض هن غرباء فيها؟ هذا الشيء بيعطي لنا كثير محلات. اخي المسيحيي سوريا ما عندهم ام الحنون فرنسا مثل لبنان. Je vais traduire la question. Donc, monsieur demande, en 2012, les chrétiens de Syrie ont voté pour la constitution donc, que le régime a fait. Alors que cette constitution leur interdisait de devenir président de la République, par exemple. Et pourtant, ils ont voté pour. Pourquoi ils ont eu ce vote? Est-ce qu'ils n'ont pas ce sentiment de citoyenneté? Est-ce qu'ils se considèrent étrangers à cette terre? Ou est-ce que c'est pour ça qu'ils ont été utilisés peut-être après par le régime? Je vais répondre en arabe et ensuite en français. D'accord. أنا برأيي المسيحيين بسوريا يعني تحت تأثير معين. أول شيء تحت تأثير الخوف حقيقة. ثاني شيء تحت تأثير رجال الدين اللي هن فعلا تابعين 100% للنظام. فبالتالي ما فينا نقول أنه القرار هو قرار نابع من تفكير أساسا ما كان في أي من الرجال يفكروا بمواطنيتهم خلال 50 عام. يعني هذا الشيء اللي عم نشوفه نحن اليوم هو حصيلة 50 سنة ما عم نشوف شيء جديد يعني. فبالتالي هن 3 أسباب: نقص التفكير فعلا بوجودهم كسوريين، كان في زرع لمدة 50 عام أنه هن عبارة عن مسيحيين، فئة مفصولة بشكل أو بآخر عن باقي السوريين، وبالإضافة للتأثير السلبي لرجال الدين. والنقطة الثالثة هي الخوف يلي هلا مزروع عندهم من المستقبل المجهول. لكن أنا برأيي لو أتيحت لهم الفرصة لفعلا كان تطور كل هالسنوات هي كان تطور سليم، ما كنا وصلنا ولا كنا شفنا أي من هذه النتائج. والدليل أنه الهجرة ولا بمرحلة كان وجود المسيحي بسوريا ثابت، كان دائما في تناقص. دليل أنه مو الموضوع
ma réponse est que les chrétiens en Syrie sont influencés par la clergé, donc les religieux qui sont là pour servir le régime, pour diffuser son opinion, ses idées, et ils ont peur. Ils s'inquiètent beaucoup pour leur avenir, qu'est-ce qui va passer si ce régime tombe, qu'est-ce qu'il y aura après. Donc c'est peur. Et troisième point, c'est que cette division de la communauté, elle n'est pas née en 2011. C'est quelque chose systématique que le régime fait ou emploie depuis 50 ans. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est tout simplement les résultats de 50 ans de division de la communauté. Donc les chrétiens étaient vraiment séparés d'une façon ou de l'autre du reste des Syriens, de la communauté. Et c'est là qu'on doit recommencer à construire cette citoyenneté. Ceux parmi nous qui ont eu la chance de visiter la Syrie, la Syrie en général, avant la Révolution, gardent en mémoire l'impression d'une vie plutôt paisible, un pays en paix. C'est vrai qu'il y avait des portraits un peu ridicules du président, une présence militaire un peu soutenue, mais on était en sécurité et en paix. Où était cachée toute cette violence? Est-ce qu'on était aveuglé par ce qu'on voyait à la surface? Est-ce que ça ne renforce pas l'idée du complot, tantôt israélien, tantôt saoudien, tantôt impérialiste, tantôt je ne sais pas. Comment est-ce qu'on n'a pas vu venir des choses? J'ai eu cette question pendant que j'ai lu le cours. Samira, tu as parlé des étrangers qui achètent des maisons des chrétiens, j'imagine, à Batouma, à Damas, la vieille ville. Qui sont ces étrangers? Quel fou peut acheter ou voudrait acheter des maisons aujourd'hui à Damas? Et est-ce que ça pourrait se faire sans l'accord de l'Église? Effectivement, ce sont des Iraniens, par des cas qui payent beaucoup. Et puisque les gens ont besoin d'argent pour partir, donc ils vendent. Actuellement en Syrie, si tu souhaites vendre ta maison, tu as besoin d'une permission du renseignement, des services des renseignements. Donc tu ne peux pas vendre à n'importe qui. Et parfois c'est plus facile de vendre à des Iraniens que d'autres personnes. Donc c'est ciblé. Le changement démographique, c'est ciblé. C'est l'ancienne ville de Damas, c'est une zone qui est chargée d'histoire, religieux, etc. Et donc, il y a beaucoup des lieux saints là-bas. Donc, du coup, tout le monde essaie d'occuper, entre guillemets, cette zone. Donc on remplace les chrétiens par des Iraniens, par des juifs. Oui. On leur donne même la nationalité, c'est même pas des Iraniens, aussi des Afghans, oui, tout à fait. Yéménites qui viennent des Irakiens, Voilà, et les Iraniens, ils leur donnent la nationalité pour qu'ils puissent... des éléments de la stratégie du régime ici. Le grand, comment ça s'appelle en France, comment on dit là, le grand remplacement. C'est une partie évidente de la stratégie du régime, c'est-à-dire l'occupation par des Iraniens, l'idée de reconstruire les équilibres démographiques. Moi, je vais répondre à cette question, mais bon, c'est un terrain difficile. Mais bon, dans mes aventures, là, je raconte l'impression que j'ai eue. Moi, j'ai des strates de Syrie. Il y en a une que je ne peux pas résister à vous raconter, c'est en 1966, j'avais des cheveux comme vous, madame, exactement les mêmes. Et j'étais en autostop. Et j'ai quand même gardé des souvenirs. Je l'avais mis dans une carte postale. J'ai dit, moi, à Alep, ce qui m'a frappé, j'étais assis sur une place et je disais,
1 sur 3, je ne sais plus si c'est 1 sur 3 ou 2 sur 3 des habitants qui passent, ils pourraient être dans la ville. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment de proximité extraordinaire avec la population syrienne. Sur le plan, je passe au là, ethnique, on se sent très 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 proche, d'accord? Mais il faut bien dire que quand Sarkozy vient visiter, c'est une petite parenthèse, mais je vais en venir à votre réponse, quand Sarkozy vient visiter la Syrie en 2009, il dit « Ah, des minarets, des clochers, tous unis, c'est magnifique et tout ». Et il dit, se gonfler, il dit on va aider la Syrie à rester dans la voie de la laïcité. Oh le vilain gonflé, sachant ce qu'on a fait, nous les Français, pendant la période mandataire, on s'est empressé de faire exactement le contraire de ce qu'on prônait comme la solution à tous les problèmes de la Terre. Et on a voulu fabriquer un État alaouite, un État druze, on a immédiatement divisé. Et Sarkozy, analphabète total de l'histoire de son pays, ose dire aux Syriens, nous allons vous aider à bon. Et c'est pas là que je veux en venir. C'est ce syncrétisme absolu, cette citoyenneté merveilleuse. Fallait pas trop gratter. Fallait pas trop gratter. La formule politique de la Syrie, c'était en tant que chrétien, boum, un coup de massue. En tant que druze, boum, un coup de massue. Le lien national tenait par la répression et pas par une ingénierie citoyenne. La mayonnaise citoyenne n'avait pas encore pris. Et je raconte, moi, ma surprise quand je m'installe en Syrie, je livre comme ça une série d'anecdotes. Comme je parle un peu l'arabe, je me crois très malin en accueillant certains de mes collègues de l'Institut et je lui dis « Assalamu alaikum » et ils m'ont dit « Pas salam, pas salam, nous chrétiens ». Ah, bon. Voilà, alors que le mot salam était utilisé dans les liturgies arabes chrétiennes. Hein. Bon, mais pour dire que ça existait, ça. Ne confondez pas. Et bien sûr, j'avais des amis sunnites qui m'ont expliqué on était ensemble à l'école des bonnes sœurs. Mais après, je suis la seule à avoir maintenu des contacts avec des sunnites. Vous, ça, bon, il n'y avait pas une citoyenne, il n'y a pas un lien citoyen. Il y a tout le monde qui se regarde en chien de faïence. Dans le livre, on lit un témoignage qui est très touchant. Paradoxalement, ce qui a commencé à fabriquer du lien citoyen en Syrie, c'est la révolution. Les communautés ont commencé à agir entre elles. Et il y a une dame qui nous dit « Ah, c'était magique. Parce que, vous savez, tous les vendredis, il y avait des gens qui étaient tués dans les manifestations. Bam, bam, bam. Et on allait aux cérémonies de condoléances. Et bien moi, il y avait des quartiers, j'avais jamais mis les pieds. C'était parce qu'on n'allait pas chez les uns et chez les autres. Et là, pour la première fois, moi, chrétienne, j'étais dans des domiciles de Syriens, de Damascènes, sunnites, où je ne mettais pas les pieds avant. Donc il faut quand même bien accepter. Je livre souvent aussi une autre anecdote. L'un de mes innombrables professeurs d'arabe m'accompagnait dans les rues de la vieille ville, et on marchait comme ça dans une rue totalement déserte, et tout d'un coup on a croisé quelqu'un. Et au moment où on a croisé cette personne, mon professeur devait dire en arabe les alaouites, les sunnites, enfin il prononçait des noms de communautés. Et la personne qui nous a croisés sans se retourner a dit « On ne parle pas de cela en Syrie ». On avait dit quelque chose d'indicible. Donc, vous voyez, le seul ennui que j'ai eu en tant que directeur de l'Institut français du Proche-Orient, enfin, un des deux ennuis, l'autre c'est quand on a fait un dictionnaire d'arabe dialectal. Parce que c'est très mal vu en Syrie. C'est très mal vu, ça porte atteinte à l'hégémonie de la langue classique moderne. Mais l'autre ennui, c'est quand mes chers médiévistes ont fait un colloque sur les Arméniens au XIVe siècle à Alep. Eh bien, on a eu la censure qui est tombée. Non! On ne fracture pas le tissu, on ne parle pas des communautés de ce pays en tant que tel, puisqu'on était en train de diviser, on était vu dans le vieux jeu des impérialistes en train de diviser. Donc, je pense que la machine à fabriquer de la citoyenneté, celle qui a mis 15 ans à faire que Hassan Nasrallah peut faire un bout de chemin politique avec Aoun, elle n'est pas encore là. Et bon, une autre anecdote que je cite, mais je passe devant le patriarcat, et un prêtre voit deux étrangers et il veut nous raconter et tout, et il emploie cette expression, il dit la loi satanique qui s'abattrait sur ce pays si les musulmans... On en était quand même là, c'est-à-dire qu'il y avait une coexistence apparente, mais dire
que le lien citoyen était complètement formé, venu des profondeurs de la société, non, on n'en était pas content. Donc effectivement, le jeu du régime a été relativement facile. Parce qu'il a accentué un processus de suspicion relative entre les communautés. Et je vais vous dire un truc horrible, je vais me faire mal voir, mais les discours les plus sectaires dans un ensemble national ne viennent pas des gens qui représentent la majorité. Quand on fait partie de la majorité, on a moins besoin d'un discours sectaire pour se protéger des minorités. C'est quand on fait partie des minorités qu'on peut employer parfois des descriptions de l'autre qui montraient bien que, bon, il y avait un certain nombre de personnes qui étaient prêtes à ne pas se solidariser avec une révolte qui était perçue comme arabe sunnite. Je pense que c'est une des clés, mais j'admets qu'on peut la discuter, on peut la contredire, mais en tout cas, c'est l'interprétation que j'ai fait dire à d'autres que moi, encore une fois, qui n'est pas mon interprétation personnelle, mais la citoyenneté n'était pas une réalité sociologique à Damas en 2012. Et puis, un petit dernier détail, le régime n'a pas fait des conneries, le régime avait quand même des ressources, le régime avait réussi une OPA sur une partie de la bourgeoisie sunnite, commerçante. Et c'est pour ça qu'Alep ne se soulevait pas. Et il y avait une plaisanterie qu'on disait à Damas à cette époque, en faisant le jeu de mots sur le mot arabe qui veut dire se dresser, suivez mon regard, eh bien on disait Alep ne se dressera jamais, même avec du Viagra. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que, eh bien, c'était des sunnites. L'aristocratie sunnite marchande était favorable au régime. C'est toute cette complexité qui séparait le statut de Bachar el-Assad de celui de Zine el-Abidine Ben Ali. C'est que Bachar el-Assad n'était pas complètement nul. Il était beaucoup plus jeune, il avait moins d'années au pouvoir, etc., etc. Voilà. Une toute dernière question peut-être, parce qu'après... Allô? Vous disiez que l'Arabie Saoudite n'était pas mêlée ou impliquée dans l'affaire civile. J'ai reçu une information, l'imam saoudien El Arifi a lancé une fatwa autorisant le mariage temporaire de jeunes filles de 14 ans avec des combattants de l'armée syrienne libre. C'est faux, c'est pas vrai. Bonsoir, donc ma question est toute simple. On assiste aujourd'hui à un dilemme infernal dans ce qu'on peut appeler le monde arabe musulman, où le choix est cloisonné pour ces populations de choisir entre la casquette des militaires ou celui des talibans. Comme si l'entité arabe, l'entité humaine arabe, n'est pas dans la possibilité de produire une pensée démocratique, qui puise un petit peu dans le réservoir de sa culture et de sa religion. Tout à l'heure, vous parlez de la religion. Je trouve que la religion peut jouer un rôle important dans la construction démocratique dans ces pays-là. Pour construire un printemps arabe et non un hiver arabe qui perdure. Merci. Je ne pense pas, sinon il faut me taper sur la tête d'avoir dit que l'Arabie Saoudite n'était pas impliquée dans la crise syrienne. Elle est impliquée par le haut, par le bas, par les côtés, de toutes les façons possibles et imaginables. Je me suis démarqué d'un logiciel un petit peu simplificateur qui disait s'il y a une radicalisation de l'opposition syrienne, c'est exclusivement le rôle de l'Arabie Saoudite qui aurait financé Daesh. Je dis non, ça ne me plaît pas du tout. Les princes saoudiens ont plus peur de Daesh, ou en tout cas autant que vous et moi. Mais ensuite, bien évidemment, et vous le voyez bien, l'Arabie Saoudite s'est impliquée dans le conflit syrien en tant que c'est un conflit entre des sunnites et des chiites et que cette dimension des divisions dans la région est en train de prendre des proportions incalculables. Donc j'ai simplement voulu dire qu'il faut faire très attention avec les logiciels qui attribuent dans
dans le livre que j'ai écrit sur l'islam politique, d'ailleurs c'est pas 22 ans, s'il vous plaît, c'est 23 ans, j'y tiens beaucoup, toute une année, ça compte. Ce contre quoi je m'élève, c'est que la plupart des sociétés que j'ai visitées n'acceptent jamais que les phénomènes de radicalisation islamiste sont un produit local. On veut toujours que ce soit la main de l'étranger. Hein. Alors, en Algérie, dans les années 70, on disait « Ah, c'est les professeurs d'arabe qui sont venus dans le cadre de la politique d'arabisation, c'était tous des frères musulmans que Sadat venait de relâcher, et ils nous ont appelés, pardonnez-moi l'expression, à des relais. » Et après, vous passez en Égypte et on dit « Mais d'où vient cette tendance à porter le niqab, le voile intégral? Oh, mon pauvre ami, nos travailleurs partent dans les États du Golfe, ils voient toutes ces femmes voilées, ils reviennent, c'est eux qui ont amené la mode. » Et après, je me suis rendu dans les États du Golfe et on me disait « Mais mon pauvre, regardez la carte de géographie, on a l'Iran à nos portes, etc., etc., etc. » Je ne nie pas qu'il y ait des interférences, des stratégies des acteurs étatiques, mais tout expliqué par la responsabilité du voisin, ça ne marche pas. Il faut d'abord épuiser le ressource des causes endogènes. Il y a un phénomène, et bon, je n'ai pas réagi tout à l'heure, j'ai dit les islamistes font ci, les islamistes font ça. Attention à ce mot. Le mot islamiste, ça produit plus de bruit que de lumière. Hein. Sous le vocable islamiste, ça va de Ranouchi à Baghdadi. Il n'y a pas que les talibans, ça va aussi des talibans. À l'époque, on disait Erbakan. Maintenant, on dirait Erdogan. Vous allez me dire, Erdogan, c'est le totalitarisme. Je vous dirais attention, attention. Faites quand même attention au fait que ce sont des régimes qui sont élus. Et ce n'est pas parce qu'ils produisent des couleurs politiques qui ne nous plaisent pas. Donc moi, ce que je vous suggère, c'est de faire attention à un usage simplificateur du vocable islamiste qui serait... Sinon, je vais vous demander, pourriez-vous m'expliquer la crise yéménite en utilisant la vieille boîte à outils les islamistes contre les laïcs, hein? Où vous les trouvez, les laïcs? Moi, ce que j'ai dit maintenant, c'est que nous sommes dans une situation d'omniprésente diversité du phénomène islamiste. C'est-à-dire, on ne peut plus, c'est plus un concept de science politique qui permet de définir une catégorie d'acteurs. Ça permet de définir Rachid Ranouchi, qui est quand même le co-artisan d'une constitution qui est la plus démocratique et la plus laïque de cette région. Et puis, on va jusqu'à la fracture sectaire totale. Hein. Donc, l'Arabie Saoudite est impliquée de façon très contradictoire et très paradoxale. Je vais vous donner juste un ultime exemple de la complexité à mon sens, hein, mais tout ça est discutable. Vous pouvez le googler, c'est un papier qui est sorti dans l'Express où je disais pourquoi les Saoudiens, ils ont fait une vraie révolution avec le changement de monarque. Ils sont entrés dans une diplomatie interventionniste et ils se sont lancés dans une guerre au Yémen. Pourquoi ils sont partis faire la guerre au Yémen comme ça du jour au lendemain? Et alors on dit oui, c'est pour lutter contre l'Iran. Oui, bon. Les Saoudiens sont partis bruyamment au bout de la Oumma combattre les chiites pour faire oublier que moins bruyamment, mais beaucoup plus substantiellement, ils sont les alliés des chiites dans la lutte contre les groupes sunnites radicaux. Et ça, quand on est saoudien, c'est dur quand même d'admettre qu'on est l'allié de l'Iran dans la coalition internationale contre Daesh. Il fallait rétablir un petit peu de la crédibilité de défenseurs de la Oumma sunnite. Donc les Saoudiens, c'est un élément de l'interprétation, mais les Saoudiens sont partis casser du chiite à la périphérie de la Oumma pour faire oublier qu'ils étaient les alliés des chiites au cœur de la Oumma dans le combat contre Daesh. Donc c'est juste cette complexité. Je pense que si on reste dans un logiciel qui est tout va bien à bord, un islamiste apparaît, tout s'écroule, vous ne pourrez plus comprendre ce monde. Vous devez forcément avoir un logiciel un tout petit peu plus complexe et vous dire que le mot islamiste fonctionnant dans sa logique d'épouvantail, ça suffit plus. Ça suffit plus. Il faut parvenir à réintroduire la diversité et la complexité et à admettre qu'il puisse y avoir des acteurs politiques qui légitimement vont faire un usage de la religion qui nous paraît exotique, à nous dans cette temporalité et cette territorialité, et qui
ne l'est pas au regard de multiples autres moments de l'histoire de cette planète. Je crois qu'on a, sauf à ce que vous vouliez dire le mot de la fin, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions.